La femme de son patron m'a rendu visite, votre femme vous trompe, alors faisons de même. Le lendemain, j'ai dit au patron, votre femme a été incroyable, et il s'est mis à trembler. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Dès l'instant où j'ai posé le pied sur l'allée, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement la façon dont Émilie avait bondi hors de cette élégante Audi noire, comme si le sol lui brûlait les pieds. C'était la manière dont Marc s'était penché par la fenêtre du conducteur, souriant comme un homme qui se croyait déjà vainqueur. « Ryan, dit-il, ses lèvres s'enroulant autour de mon nom comme s'il laissait un mauvais goût. Je ne m'attendais pas à te voir rentrer si tôt. » Émilie ne s'est pas retournée. Ses talons claquaient furieusement contre le béton alors qu'elle passait en trombe devant moi, les joues plus rouges qu'un coup de soleil d'été, son sac à main serré contre sa poitrine comme un bouclier. Pas un seul mot. Je me suis tourné vers Marc, j'ai fait un pas lent en avant. Tu te penches un peu trop pour un homme qui prétend avoir des limites. Il a ri, d'un rire forcé, nerveux. Détends-toi. Émilie et moi parlions juste des chiffres trimestriels. Un gros client arrive la semaine prochaine, alors voilà. Je l'ai interrompu en me rapprochant. C'était avant ou après que tu aies essayé de l'embrasser? Son sourire a eu un soubresaut. Je crois que tu ne comprends pas bien la situation. Non, dis-je d'un ton plat et bas. Je crois que tu confonds mon silence avec de la faiblesse. Laisse-moi être très clair, Marc. Tu t'approches encore de ma femme, dans cette voiture, dans notre maison, au travail, peu m'importe que tu transportes une mallette en or du gouverneur. Je démolirai ce regard suffisant avec des actes que tu n'oublieras pas. Marc a cligné des yeux, une fois, deux fois. Sa mâchoire s'est contractée comme s'il voulait parler, mais toute la confiance avec laquelle il était arrivé avait disparu. Je lui ai adressé un sourire, pas des plus amicaux. Fais demi-tour avec cette voiture et retourne dans le bureau d'angle d'où tu as rampé. Il s'est agité sur son siège, a marmonné quelque chose dans sa barbe, et a finalement passé la marche arrière. Les pneus ont chuchoté sur la rue tandis qu'il disparaissait dans la brume du début de soirée. Je suis resté là un instant, laissant le poids de la situation s'installer dans l'air qui se rafraîchissait. Le ciel du Colorado se nuançait de teintes crépusculaires, du genre qui peint tout en regret orangé. Les lumières des Porsche s'allumaient dans le quartier. Quelque part, un arroseur automatique s'est mis en marche en sifflant. La banlieue, des pelouses soignées, des garages pour 2 voitures, et des secrets cachés derrière les stores. Nous vivions ici depuis 6 ans. Une maison à demi-niveau, une balançoire dans le jardin que j'avais construite de mes propres mains. Le chien endormi dans le garage. J'enseignais l'histoire au lycée local. Le genre de travail où les parents vous remercient à l'épicerie et où les enfants lèvent les yeux au ciel à vos blagues de père. Émilie travaillait dans la vente de technologie, une carrière en pleine ascension, toujours habillée comme si elle avait un rendez-vous plus important ailleurs. Notre vie était normale, confortablement, prévisiblement normale. Du moins, elle l'avait été jusqu'à ce soir. Parce que quand votre femme saute de la voiture d'un autre homme sans croiser votre regard, ce n'est pas normal. C'est un tir de semonce. Et je l'avais entendu haut et fort. Alors, si ce soir était le début de quelque chose, qu'il en soit ainsi. Que la vérité fasse son chemin. Je l'affronterai de front. La maison était silencieuse quand je suis entré, anormalement silencieuse. Pas de télévision, pas de musique provenant de l'enceinte connectée, pas même le claquement des talons d'Émilie sur le parquet. Juste le tic-tac discret de l'horloge de la cuisine et le faible bourdonnement du réfrigérateur. Elle était déjà là quand je suis entré, debout près de l'îlot central, se servant un verre de vin avec le genre de calme étudié qui me tordait l'estomac. Ses yeux n'ont pas rencontré les miens quand j'ai parlé. Alors, ça fait quoi? Elle a marqué une pause, puis s'est tournée à moitié, haussant un sourcil. Qu'est-ce qui fait quoi? De flirter avec ton patron, dis-je, la voix aussi froide que le plan de travail en granit entre nous. Dans ta propre allée, pendant que ton mari regarde. Elle a reniflé, secouant la tête comme si je venais de l'accuser de voler le courrier. Il est juste amical, Ryan. Tu le sais. Marc flirte avec tout le monde, les serveuses, les stagiaires, la barista du Java & Company. C'est sa personnalité. Je me suis avancé dans la pièce, m'appuyant contre le comptoir opposé. C'est ça. Et il se trouve qu'il te ramène à la maison tous les jeudis maintenant, qu'il attend dans l'allée comme dans une mauvaise scène de comédie romantique?
Ça fait partie de son côté amical, ça aussi? Émilie a posé son verre de vin un peu plus fort que nécessaire. Il me ramenait de l'aéroport. Ma voiture est au garage, si tu avais oublié. Je n'ai pas oublié, dis-je d'un ton égal. Ce dont je me souviens, c'est qu'il se penchait comme s'il allait t'embrasser. Et tu ne l'as pas arrêté. Tu as fui. Elle s'est alors tournée complètement, les bras croisés, le visage crispé. Que veux-tu que je dise, Ryan? Que je couche avec lui? Parce que ce n'est pas le cas. Et si c'était le cas, je ne serais pas assez stupide pour le faire devant la caméra de surveillance de nos voisins. Je n'ai pas bronché. Tu n'as pas besoin de coucher avec lui pour que ça compte. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle a pris une longue inspiration, comme si elle retenait plus que des mots. Oh mon Dieu, a-t-elle marmonné en détournant le regard. C'est exactement pour ça que je ne t'ai pas dit qu'il me ramenait. Tu deviens comme ça, jaloux, méfiant, transformant un rien en feuilleton télévisé. C'est ça, dis-je en traversant lentement la pièce, ma voix calme et tranchante. Parce que quand le patron d'une femme mariée s'arrête dans son allée, se penche à moitié dans son espace personnel comme s'il allait passer à l'acte, et qu'elle détale sans un mot, le mari est censé simplement faire un signe de la main polie depuis la fenêtre. Elle m'a regardé alors, vraiment regardé. Ses yeux n'étaient pas coupables. Ils étaient irrités, comme si je venais de perturber son emploi du temps parfait. Tu sais quoi, Ryan? Peut-être que le problème n'est pas Marc. Peut-être que c'est toi. Tu es lent ces derniers temps, comme si tu étais bloqué. Ton travail, ta vie, ta routine, tout est pareil. Moi, je travaille tard, je voyage, je me bats pour des promotions. J'essaie d'évoluer, et toi, tu fais du surplace. Oh, la voilà. La vérité qui se faufilait enfin entre les fissures. J'ai hoché la tête lentement. Donc, il s'agit d'évolution? C'est pour ça qu'il se penche et que tu ne l'arrêtes pas? C'est à ça que ressemble le succès maintenant? Elle a ri amèrement. Je ne t'ai pas trompé. Non, dis-je en me tournant vers le couloir. Tu as juste flirté en retour pendant qu'il essayait. Une simple question de paperasse, j'imagine. J'ai commencé à partir, mais sa voix m'a glacé sur place. Tu penses vraiment que je jetterais tout notre mariage par-dessus bord pour un homme comme lui? J'ai tourné la tête juste assez pour la voir. Je ne pense pas que tu avais l'intention de jeter quoi que ce soit. Je pense que tu tiens encore l'allumette, en te demandant pourquoi la pièce sent la fumée. Émilie a cligné des yeux. Une fois. Puis elle a pris son verre de vin et a disparu dans le couloir, ses talons claquant comme les battements d'un métronome jusqu'au silence. Je suis resté là une longue minute, fixant la bouteille de Cabernet à moitié vide sur le comptoir. Il n'y avait pas de cris, pas d'assiette cassée, juste deux personnes dans une maison qui était autrefois chaleureuse, maintenant à peine à température ambiante. Et quelque part en dessous de tout ça, je pouvais le sentir commencer, la lente désintégration de ce qui nous avait autrefois unis. 3 jours passèrent sans qu'aucun de nous ne mentionne à nouveau l'aller. Non pas que les choses aillent mieux, mais parce que tout entre nous était devenu rigide et silencieux, comme l'air avant une tempête de grêle au Colorado. Le jeudi soir, je suis rentré à la maison au son d'une fermeture éclair glissant sur du tissu, un son sec, définitif. Émilie était dans la chambre, une valise ouverte sur le lit, pliant des chemisiers avec la précision de quelqu'un qui prépare des preuves. « Où vas-tu » demandai-je, appuyé contre l'encadrement de la porte. Elle n'a même pas levé les yeux. Séminaire d'entreprise. Atelier de stratégie. 2 jours. Je suis entré. Avec qui? Elle a marqué une pause, à peine, mais c'était suffisant. L'équipe. Je l'ai fixée. Émilie, avec qui? Elle a laissé échapper un souffle, les épaules se tendant. Avec Marc et 3 autres. Ce n'est pas un secret. Si, c'en est un, dis-je, quand tu ne le dis pas à ton mari 20 minutes avant de partir. Elle a posé un chemisier plus fort qu'elle ne le voulait. Ryan, ne commence pas. Ce voyage est obligatoire. Je me suis approché, lentement et délibérément. Laisse-moi te poser une question directe. Tu y vas parce que tu dois y aller ou parce qu'il te l'a demandé? Sa mâchoire s'est serrée. Ne déforme pas les choses. C'est mon travail, ma promotion. Je suis la prochaine sur la liste pour le poste de responsable régional.
Je ne peux pas refuser des opportunités juste parce que tu te sens menacé. Je ne suis pas menacé, dis-je en gardant un ton calme. Je suis ton mari qui te demande de ne pas monter dans un SUV de société avec un homme qui a déjà franchi une limite dans notre allée. Elle a refermé la valise d'un coup sec. Il n'a pas franchi de limite. Émilie, je l'ai vu se pencher comme s'il allait le faire. Elle m'a coupé, la voix sèche. Il ne s'est rien passé. Et qu'en est-il de ce qui pourrait se passer pendant un voyage de 2 jours, ai-je rétorqué. Réunion tardive, bar d'hôtel, lui qui se montre amical et extraverti. Tu te souviens de ça? Elle s'est finalement tournée pour me faire face. Je n'annulerai pas une opportunité de carrière parce que tu as vu quelque chose et que tu en as fait tout un drame. Donc tu y vas, dis-je doucement. Oui, répondit-elle, tout aussi doucement mais plus fermement. Un long silence s'est étiré entre nous. Tu sais à quoi ça ressemble, dis-je. Elle a secoué la tête. Ça ressemble au fait que j'ai travaillé trop dur pour materner tes insécurités. J'ai cligné des yeux, décontenancé. Mes insécurités? Émilie, je parle de respect. Non, dit-elle en me pointant du doigt avec un chemisier encore plié à la main. Tu parles de contrôle. Tu n'as pas à me dicter où je vais ou avec qui je travaille. Quelque chose en moi a cédé, non pas de colère mais de clarté. Je ne t'interdis pas de travailler, dis-je. Je te dis que partir en voyage avec un homme qui te désire manifestement est imprudent pour notre mariage. Et si tu y vas, tu le choisis lui, au détriment de nous. Elle s'est figée à ces mots, juste une fraction de seconde, puis s'est vite reprise, jetant le chemisier dans la valise. Je choisis ma carrière, a-t-elle répondu. Si tu ne peux pas le supporter, c'est ton problème. J'ai reculé lentement, comme si la pièce avait soudainement basculé. C'est donc là que nous en sommes maintenant, demandai-je. Ton mariage est une option, mais ta promotion ne l'est pas. Elle n'a pas répondu. Elle a simplement fermé la fermeture éclair de la valise jusqu'au bout. Un long son final qui ressemblait à une ligne tracée à travers la pièce. Tu pars ce soir, demandai-je. Demain matin, dit-elle. Je serai de retour dimanche. J'ai hoché la tête une fois, forçant une respiration. D'accord, alors vas-y. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte, la main appuyée contre le cadre. Un instant, on aurait dit qu'elle voulait dire quelque chose, n'importe quoi. Des excuses, une promesse, un réconfort. Mais tout ce qu'elle a dit fut, s'il te plaît, ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Puis elle est sortie. Et ce qui m'a le plus glacé, ce ne sont pas ces mots. C'est la facilité avec laquelle elle les a prononcés. La première nuit où Émilie était partie, la maison ne semblait pas seulement vide, elle semblait abandonnée. J'étais assis sur le canapé avec la télévision allumée, le volume bas, mais je ne la regardais pas. Juste un bruit de fond pour combler le silence grandissant. Sa valise était partie depuis 12 heures, mais l'espace qu'elle laissait derrière elle semblait plus grand qu'il n'aurait dû. Comme si les murs respiraient différemment sans elle. À 21h11, mon téléphone s'est allumé. Son nom. Je n'ai même pas attendu la deuxième sonnerie. Salut, ai-je répondu, en essayant de paraître normal. Salut toi, dit-elle d'un ton enjoué, un peu trop enjoué. Je viens de finir de dîner. Où ça, demandai-je, en gardant un ton décontracté. Un restaurant italien près de l'hôtel. L'équipe étant maintenant dans une sorte de séance de travail. Marc est fidèle à lui-même, survolté comme d'habitude. J'ai laissé un silence s'installer. C'est lui qui organise tout ça? Techniquement, oui. C'est le chef d'équipe. Ce n'est pas comme si nous n'étions que tous les deux, Ryan. Je n'ai pas dit ça, ai-je répondu. Sa voix s'est adoucie. Tu n'en avais pas besoin. Écoute, c'est juste du travail. On est tous épuisés. La chose la plus romantique que quelqu'un ait faite ce soir a été de se plaindre de lasagne tiède. J'ai eu un petit rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Ça a l'air passionnant. Tu sais comment sont ces choses. Tout le monde fait semblant de se soucier des prévisions tout en vérifiant secrètement les vols pour rentrer. Je voulais la croire. Je voulais que cela suffise, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui clochait. Pas froide, pas dure, juste mesurée, polie,
comme si elle tenait le téléphone d'une main et me gardait à distance de l'autre. Bref, dit-elle en bâillant doucement, j'ai une session à 7 heures demain matin, donc je devrais probablement aller me coucher. D'accord. Bien sûr. J'ai hésité. Dors bien. Toi aussi. Ne reste pas debout à regarder des documentaires sur les complots encore une fois. Je vais essayer. Bonne nuit, Ryan. Clic. C'était la première nuit. Deuxième nuit, même heure. Elle a répondu à la troisième sonnerie. Salut, dit-elle, légèrement essoufflée. Désolé, l'ascenseur vient de s'ouvrir. Je revenais d'un truc de groupe au salon. Avec Marc, demandai-je avant de pouvoir me retenir. Avec le groupe, répondit-elle. Son ton n'était pas agacé, il était plus plat que ça. Honnêtement, je suis trop fatigué pour jouer à des jeux en ce moment. Je ne joue pas, dis-je, debout dans la cuisine sombre, fixant le jardin. Je demande juste où est ma femme. Elle a expiré. Dans un séminaire d'entreprise avec la moitié du service commercial et absolument aucun drame. On peut se parler demain. J'ai fixé la fenêtre une longue seconde. Bien sûr. Demain. Je n'ai pas beaucoup dormi ce week-end-là. Je n'arrêtais pas de regarder l'horloge à des heures indues. 1h23, 3h08, 4h41, m'attendant à entendre quelque chose, indigne, un buzz, quelque chose d'inattendu qui pourrait confirmer ce que mon instinct suspectait déjà, mais rien n'est venu. Juste plus de silence. Je me tenais à la fenêtre de notre chambre le matin où elle devait rentrer, un café à la main, regardant le brouillard s'accrocher au haie des voisins. La balançoire dans le jardin n'avait pas bougé depuis des jours. La maison ne craquait pas de la même manière sans qu'elle la traverse en talons, mais le plus étrange, ce n'était pas l'impression qu'elle revenait. C'était l'impression qu'elle était déjà partie. J'ai entendu la portière de sa voiture avant de la voir, un claquement creux suivi de pas pressés dans l'allée. Je suis sorti de la cuisine juste au moment où la porte d'entrée s'ouvrait et qu'Émilie entrait en titubant. Les cheveux en désordre, les yeux rouges, sa valise traînant derrière elle comme un poids mort. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. Ses épaules tremblaient avant même qu'elle ait lâché la poignée. Ryan, sa voix s'est brisée en deux. Puis elle a laissé tomber la valise, a chancelé en avant et s'est effondrée contre ma poitrine comme une vague se brisant sur un rocher. Ryan. J'ai tout gâché. Mes mains ont plané au-dessus de son dos, sans la toucher, sans la repousser, juste là. Elle s'est accrochée plus fort. Je suis tellement désolé, sanglota-t-elle, les mots sortant en cascade comme si elle les avait retenus pendant des kilomètres. J'ai couché avec lui. J'étais ivre. Je ne voulais pas. C'est juste que. Elle s'est à nouveau effondrée, le visage enfoui dans ma chemise. Je ne voulais pas. Je le jure. Je le jure. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé. J'ai juste regardé le mur derrière elle, les photos de famille soigneusement espacées, la version de nous figés dans des temps plus heureux. Ryan, s'il te plaît, dis quelque chose, a-t-elle supplié, agrippant le tissu de ses poings. J'ai finalement reculé. Ses mains sont tombées de moi comme si elles avaient perdu leur force. Tu as couché avec lui, dis-je doucement, ni en colère, ni choqué, confirmant simplement les mots qu'elle avait jetés contre ma poitrine. Elle a hoché la tête frénétiquement, des larmes striant son visage. Je ne voulais pas que ça arrive. J'avais trop bu. Il n'arrêtait pas de verser du vin. J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû t'appeler. S'il te plaît, je suis tellement désolé. J'ai levé une main légèrement, non pas pour la faire taire, juste pour me stabiliser. Je t'avais prévenu, dis-je. Son souffle s'est coupé. Je sais. Je sais que tu l'as fait. J'aurais dû écouter. S'il te plaît, Ryan, c'était une erreur. Ce n'est pas qui je suis. Je ne veux pas de lui. Je ne. Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé à nouveau, et ce petit mouvement, ce minuscule écart, fut ce qui la fit finalement s'effondrer. Elle est tombée à genoux sur le tapis de l'entrée, les mains sur le visage, sanglotant si fort que tout son corps tremblait. S'il te plaît, ne jette pas tout ça, a-t-elle pleuré. On peut arranger ça. On peut tout arranger. Je quitterai ce travail. Je ferai une thérapie.
Je ferai n'importe quoi. Ne nous abandonne pas. S'il te plaît, Ryan. S'il te plaît. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas agenouillé à côté d'elle comme je l'aurais fait il y a un mois. À la place, je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Ses sanglots ont ralenti, puis ont complètement cessé quand elle a entendu le peine dormant tourner. J'ai ouvert la porte, l'air du soir s'infiltrant, froid, presque métallique. La lumière du porche vacillait au-dessus de nous, bourdonnant comme si elle luttait pour rester en vie. Elle m'a regardé depuis le sol, le mascara coulant, le souffle tremblant. « Ryan, qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement écarté et j'ai fait un geste vers la porte ouverte. « S'il te plaît » a-t-elle murmuré en secouant la tête. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi essayer. Ryan, s'il te plaît. » J'ai gardé le bras tendu. Son visage s'est décomposé alors que la vérité s'imposait. Pas la vérité de l'adultère, mais la vérité de sa conséquence. Après un long moment de tremblement, elle s'est relevée. Sa voix était à peine audible. « Ne ferme pas la porte, dit-elle. S'il te plaît, ne me ferme pas la porte au nez. » Mais je n'ai pas répondu. Elle est sortie sur le porche, s'essuyant le visage avec des doigts tremblants. Elle paraissait plus petite dans l'embrasure de la porte, comme si sa culpabilité l'avait vidée de sa substance. « Ryan » a-t-elle murmuré une dernière fois. La lumière du porche a de nouveau vacillé. Une fois, 2 fois, puis s'est stabilisée juste assez pour capter la lueur humide dans ses yeux. Elle s'est détournée et a descendu les marches dans le froid. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle atteigne sa voiture. C'est seulement alors que j'ai fermé la porte. Doucement, sans claquement, juste une fin. Je n'avais même pas atteint le canapé quand on a frappé. C'était doux au début, presque hésitant. Puis 2 coups plus nets. J'ai ouvert la porte en m'attendant à ce qu'Emily ait peut-être oublié ses clés. Ou peut-être que je l'espérais, mais ce n'était pas elle. C'était une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Elle se tenait sous la lumière vacillante du porche comme si c'était un projecteur qui ne la dérangeait pas. Grande, une posture assurée, une mâchoire nette, des yeux sombres qui ne sciaient pas facilement. Elle portait un trench coat sombre cintré à la taille et des talons qui n'avaient rien à faire dans une rue résidentielle tranquille. « Je suis Alyssa » dit-elle d'un ton suave, la voix basse et veloutée. La femme de Mark. J'ai cligné des yeux. « Vous plaisantez. » Ses lèvres se sont retroussées en un sourire en coin. Pas le moins du monde. Elle a jeté un coup d'œil derrière moi comme si elle s'attendait à voir un salon dévasté ou du verre brisé sur le sol. « Donc, si je comprends bien, votre femme a tout avoué ?» Je n'ai pas répondu, mais quelque chose sur mon visage a dû lui dire ce qu'elle voulait savoir. « Ouais » dit-elle en passant une mèche de cheveux derrière son oreille. Je m'en doutais. Elle avait l'air anéantie en quittant sa chambre d'hôtel ce matin. Les yeux rouges, le maquillage partout. C'était bâclé. Mark m'a dit qu'elle était juste émotive à propos de la présentation. Je me suis appuyé sur le cadre de la porte, les bras croisés. « Pourquoi êtes-vous ici ?»« Pour vous offrir un verre, » dit-elle simplement. Ou quelque chose de plus fort que ça. Je n'ai pas dit un mot. Elle a penché la tête, son sourire devenant plus aiguisé. Vous et moi avons quelque chose en commun. Nous nous sommes fait avoir par le même homme pathétique et la même femme ambitieuse. Vous pourriez bouder dans votre coin ou nous pourrions égaliser le score. Elle a fait un pas de plus, assez près pour que je puisse sentir la légère trace de son parfum. Frais, vif, cher. Je ne suis pas ici pour parler d'émotions, a-t-elle ajouté. Je suis ici pour offrir un équilibre. J'ai eu un petit rire, bien que pas vraiment amusé. Vous pensez que je veux me venger ? Elle a haussé les épaules. Je pense que vous voulez quelque chose, et je vous offre ce que la plupart des gens veulent après s'être fait éventrer. Une distraction. Je l'ai regardée dans les yeux. Elle n'a pas scié. Ça ne m'intéresse pas, dis-je, calme, définitif. Son sourire en coin n'a pas disparu immédiatement, mais ses yeux m'ont étudié, recalculant. Sans vouloir vous offenser, ai-je ajouté, mais je ne veux pas devenir ce qu'ils sont déjà. Son expression s'est alors adoucie, juste un peu. Pas de la vulnérabilité exactement, mais quelque chose comme une reconnaissance.
Comme si elle ne s'attendait pas à cette réponse, mais que cela ne l'offensait pas non plus. Comme vous voulez, dit-elle en reculant. Vous êtes soit l'homme le plus fort que j'ai rencontré, soit le plus stupide. J'ai eu un demi-haussement d'épaule. Peut-être les deux. Alyssa s'est retournée, ses talons claquant contre le béton comme un métronome comptant sa retraite. Au bas des marches, elle a regardé par-dessus son épaule. Pour ce que ça vaut, dit-elle, la voix plus basse maintenant, vous avez bien fait de la mettre dehors. Elle n'a pas attendu ma réponse. Je suis resté là jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent au bout de la rue. Puis je suis rentré, j'ai fermé la porte et j'ai finalement laissé le silence s'installer en moi. Ni en colère, ni brisé, juste immobile. Je n'avais pas prévu de sortir, mais après la semaine que j'avais eue, assis dans mon salon silencieux pendant que le monde tournait autour de moi, l'idée d'être entouré d'étrangers, bruyants, distraits, désintéressés, me semblait une meilleure alternative que le silence. Je suis donc allé au Hunter's Bar, un petit bouge-bouge niché derrière un magasin d'alcool sur Main Street, avec des cibles de fléchettes qui n'avaient pas été équilibrées depuis des années et un jukebox qui jouait les 5 mêmes chansons tous les soirs. Le genre d'endroit où l'on pouvait être invisible même si quelqu'un était assis juste à côté de vous. J'ai bu une bière, puis une deuxième, sans parler à personne, sans jeter un œil à la télévision. Je suis juste resté là, faisant rouler la condensation sur le verre avec mon pouce. Il était presque minuit quand je suis sorti par la porte de derrière. Le parking derrière le Hunter's était à peine éclairé. Une seule lampe suspendue qui bourdonnait comme si elle détestait son travail, et un panneau de sortie clignotant qui donnait à tout l'air d'une scène de crime au ralenti. Je n'ai même pas entendu leurs pas avant que le troisième ne soit derrière moi. 6 d'entre eux. Marc au centre. Il portait une veste noire, col ouvert, les cheveux encore trop parfaits pour un homme qui rôde derrière un bar comme un méchant de film à petit budget. Les autres n'étaient que des corps, des regards vides, les bras croisés, essayant de paraître plus durs qu'ils ne l'étaient probablement. Tiens, dit Marc, écartant les bras comme un animateur de jeu télévisé. Regardez qui se promène tout seul. Je n'ai pas cessé de bouger, j'ai juste continué à marcher vers ma voiture. Ryan, dit-il plus fort maintenant, c'est à toi que je parle. Je me suis retourné lentement, les mains dans les poches. Tu as amené 6 types pour faire quoi? M'intimider? M'agresser? Finissons-en. Il a gloussé, puis s'est avancé de quelques pas. Tu as fait du bruit juridique, des plaintes, des enquêtes. Tu crois que je n'entends pas les choses? En fait, dis-je calmement, je compte dessus. Son sourire en coin a vacillé une fraction de seconde. Je te préviens, dit-il, le ton se durcissant. Laisse tomber cette affaire. Tu vas de plainte en plainte, tu parles à des avocats. Tu entraînes les choses là où elles n'ont pas leur place. Comme dans ta chambre d'hôtel, demandai-je sans sourciller. Ça a fait mouche. Un des types derrière lui s'est agité maladroitement. Marc s'est rapproché, la voix basse. Tu te prends pour le héros de l'histoire? Tu crois que tu vas gagner une guerre avec de la paperasse? Je n'ai pas scié. Je crois que tu as peur. Il a ri à nouveau, mais son rire était plus faible cette fois. Tu ne sais pas qui je suis. Si, bien sûr, dis-je. Tu n'es pas dangereux. Tu es juste négligent. Tu pensais pouvoir avoir ta liaison dans ton bureau d'angle sans que personne ne dénonce ton bluff. Un muscle a tressailli dans sa mâchoire. Fais attention à toi. C'est ce que je fais. Je suis passé devant lui. Il s'est retourné, me suivant à un demi-pas. Tu es juste amer parce que ta femme voulait plus que le salaire d'un professeur et une balançoire dans le jardin. Je me suis arrêté, non pas à cause de l'insulte, mais parce que je voulais qu'il sache à quel point il comptait peu. Je me suis tourné pour lui faire face complètement. Tu n'es même pas le pire dans tout ça. Tu es juste le genre d'erreur que les gens regrettent après coup. Et sur ce, je suis repassé devant lui. Il ne m'a pas arrêté. Aucun d'entre eux ne l'a fait. Ils sont juste restés là, 6 silhouettes essayant d'être des loups dans la pénombre, retenus par quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Peut-être que c'était la peur, ou peut-être que c'était la prise de conscience que j'avais déjà survécu à la partie qui faisait mal. Et ce qui allait suivre n'allait pas être silencieux. Le matin, tout semblait immobile. Pas paisible, juste immobile, comme l'air avant une chute de neige. Calme, délibéré, en attente.
J'ai conduit jusqu'à Denver sans le dire à personne. Pas de sac préparé, pas de SMS d'avertissement. Juste un dossier avec tout ce que j'avais rassemblé. Les emails, les captures d'écran, le nom du bar où Marc m'avait acculé, et plus important encore, le nom du cabinet d'avocats que mon ami Daniel m'avait glissé quelques semaines auparavant. Martin Henkin LLP, 12e étage, bureau d'angle. Une moquette assez épaisse pour étouffer toute hésitation. J'étais assis en face d'une jeune associée nommée Dana Ruiz. Voix professionnelle, sèche, mais le genre d'yeux qui remarque tout et ne disent que le nécessaire. Elle a feuilleté mes documents lentement. Minutieusement. Calmement. Donc, dit-elle finalement en posant le dossier, vous demandez le divorce, et vous portez plainte pour faute professionnelle contre le supérieur hiérarchique direct de votre femme. J'ai hoché la tête une fois. C'est exact. Êtes-vous préparé à la publicité que cela pourrait engendrer? Marc m'a suivi derrière un bar hier soir avec 6 types. Je dirais que c'est déjà assez public. Elle a eu un sourire rapide. Pas amusé, respectueux. Très bien, dit-elle, commençons. Nous avons déposé les documents ce jour-là. Les papiers du divorce parviendraient à Émilie avant la fin de la semaine. Mais le véritable détonateur fut la plainte déposée directement auprès du service des ressources humaines de l'entreprise de Marc et Émilie. En 48 heures, l'enquête a commencé. Et c'est là que l'effet domino a commencé. Au début, c'était silencieux. Une suspension par email par-ci, un audit de calendrier par-là. Mais les nouvelles vont vite dans des entreprises comme la sienne. Les chuchotements ont commencé à circuler. Marc a pris un congé inattendu pour se concentrer sur des questions personnelles. Quelques employés qui s'étaient autrefois vantés de conclure des affaires après les heures de bureau étaient soudainement silencieux pendant les réunions. Et puis, les fuites. Un rapport anonyme a fait surface, liant Marc à une série d'accords secrets avec des fournisseurs. Des pots de vin. Des voyages étiquetés comme des séminaires de fournisseurs, qui, comme par hasard, n'apparaissaient jamais sur les plannings officiels. Dana m'a transféré la note de service interne dès sa publication. Audit de conformité externe initié. Coopération obligatoire. La semaine suivante, le bureau de Marc était scellé. Littéralement, les stores baissés, les ordinateurs portables saisis, sa plaque de nom disparue. Et Émilie? Elle a été mise en congé administratif pendant que l'enquête s'étendait. Je n'ai pas célébré. Je n'ai envoyé de SMS à personne. Je suis juste resté assis dans ma voiture devant le cabinet d'avocats, écoutant le ventilateur ronronner sur le tableau de bord et laissant la vérité s'installer sur moi comme une chute de neige silencieuse. Je n'ai pas fait ça par vengeance. Je l'ai fait parce que quelqu'un devait le faire. Marc n'avait pas seulement franchi une ligne avec mon mariage. Il avait franchi des lignes pendant des années avec des employés, des clients, des chiffres qui étaient censés être propres. Et maintenant, pour une fois, quelqu'un lui demandait des comptes. Ce n'était peut-être pas une justice bruyante, mais c'était la justice. Et elle avait enfin commencé à prendre forme. Il était un peu plus de 22 heures quand l'appel est arrivé. J'étais assis sur les marches de l'entrée arrière, une tasse de café froid à la main, la lumière du Porsche jetant une lueur orange terne sur la pelouse. Le genre de nuit où tout semblait immobile, comme si le monde retenait son souffle. Alyssa. Son nom s'est allumé sur mon écran comme s'il n'avait pas sa place là. J'ai répondu sans parler. Ryan, dit-elle rapidement, comme si elle pensait que j'allais raccrocher. Je suis désolé d'appeler si tard. Peux-tu venir? C'est urgent. Je me suis redressé un peu. Quel genre d'urgence? Elle a hésité. Pas ce genre-là. Je te le promets. C'est juste que... J'ai besoin de 5 minutes. S'il te plaît. Elle m'a donné une adresse dans un quartier non loin du mien. Des maisons de ville, des allées étroites, des lumières de Porsche faibles, trop propres pour être tranquille, trop tranquille pour se sentir en sécurité. J'ai failli ne pas y aller, mais quelque chose dans sa voix, brute, dépouillée de cette confiance narquoise qu'elle arborait la dernière fois, m'a poussé à me lever et à me diriger vers ma voiture. Quand elle a ouvert la porte, Alyssa avait l'air différente. Pas glamour, pas calculatrice. Elle était pieds nus en leggings et en sweat à capuche trop grand, les cheveux attachés en chignon, le visage sans maquillage. Elle avait l'air fatiguée d'une manière honnête,
comme quelqu'un qui n'avait pas fait semblant toute la journée. Désolé de t'avoir fait sortir, dit-elle en s'écartant. Entre. L'intérieur de son appartement était design et soigné, mais la bouteille de vin sur le comptoir était à moitié vide et un sweatshirt était froissé sur le dossier du canapé. Une tension palpable. Elle a versé un verre sans me demander mon avis et me l'a tendu. Je ne savais pas qui d'autre appeler, dit-elle. Ce n'est pas comme si j'avais une longue liste de personnes qui se sont fait avoir par le même homme. J'ai pris une gorgée. Alors, quelle est l'urgence? Elle s'est assise en face de moi, son verre à la main, posant ses pieds nus sur le bord du canapé comme si elle ne se souciait plus de son apparence. Je voulais juste te dire merci. J'ai haussé un sourcil. Pourquoi? Pour t'en être pris à lui. Pour ne pas avoir plié. Marc était intouchable depuis des années. Je l'ai vu détruire des gens discrètement, légalement, intelligemment. Et maintenant, pour la première fois, il a vraiment peur. C'est toi qui as fait ça. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je sais. C'est pour ça que ça a marché. Nous sommes restés silencieux un instant. Puis elle a dit, plus doucement, c'est étrange, non? Toi et moi n'étions que des noms dans la trahison de quelqu'un d'autre. Des personnages secondaires dans leur petit drame privé jusqu'à ce que nous ne le soyons plus. Je l'ai regardée. Elle a soutenu mon regard, sans jeu cette fois. Quand as-tu su que quelque chose n'allait pas, demandai-je. Non, dit-elle, quand tu en as eu fini. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé le vin bouger dans le verre comme s'il pouvait contenir quelque chose de plus sage que ce que je pouvais dire. Quand elle est rentrée et a tout avoué, dis-je. Il n'y a pas eu de grande scène, pas de cris. J'ai juste su. Quoi que nous ayons été, c'était déjà terminé. Les mots ne faisaient que rattraper la réalité. Alyssa a hoché la tête. Je n'ai pas eu ce moment. Marc n'admet jamais rien. Il se contente de sourire narquoisement comme s'il planifiait déjà le coup suivant. J'ai dû décider que c'était fini alors qu'il agissait encore comme si rien n'avait changé. Nous avons parlé comme ça pendant un moment. Pas de flirt, pas d'arrière-pensée, juste deux personnes assises au milieu des décombres, comparant leurs blessures comme des soldats dans une guerre qu'aucun de nous n'avait demandé à combattre. Mais il y avait quelque chose dans le calme qui a commencé à changer. Elle a ri une fois, un rire doux, réel, à propos de quelque chose que j'ai dit sur le gel pour cheveux de Marc et la façon dont il croyait probablement que c'était à l'épreuve des balles. J'ai ri avec elle. Puis le silence est revenu, mais pas inconfortable. Elle m'a regardé un long moment. Je ne demande rien, dit-elle. Je ne veux juste pas me sentir invisible ce soir. Le silence s'est étiré entre nous. J'ai posé le verre, et puis nous nous sommes rapprochés en même temps. Sans précipitation, sans passion, juste un besoin. Humain, honnête. Ses lèvres étaient chaudes, ses mains tremblaient légèrement en trouvant mes épaules. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas hésité. Et pendant un instant, non pas par vengeance, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose qui n'était ni de l'amertume, ni de l'engourdissement, ni du contrôle. Je me suis senti à nouveau humain. Quand ce fut fini, nous n'avons rien dit pendant un moment. Elle a posé sa tête sur ma poitrine, ses doigts traçant le bord de la couverture qu'elle avait tirée autour de nous. Je sais que ça ne règle rien, murmura-t-elle. Non, dis-je doucement. Mais ça m'a rappelé que j'étais encore là. Dehors, le vent pressait contre les fenêtres, mais à l'intérieur de la pièce, pour une fois, il faisait chaud. Pas paisible, mais chaud. Le tribunal n'avait rien de dramatique. Pas de halètement, pas de coups de marteau retentissants, juste des murmures sourds, des bancs rigides et des lumières fluorescentes qui donnaient à tout le monde l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Mon divorce avait été finalisé une semaine plus tôt. Pas de contestation, pas de dispute, juste des signatures, des échanges de documents et un juge qui avait l'air de s'ennuyer en confirmant que 6 ans de mariage pouvaient être défaits en moins de 6 minutes. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas de moi et d'Émilie. Il s'agissait de Marc, et il avait enfin l'air petit. Fini les costumes sur mesure et le panache étudié. Il portait un blazer bleu marine froissé qui flottait sur lui comme s'il avait appartenu à un homme plus confiant. Sa cravate était de travers. Sa posture avachie. Même son sourire en coin avait l'air fatigué. J'étais assis près du fond, observant en silence.
Émilie était assise près du devant, sa posture tendue et sur la défensive. Elle avait été appelée à témoigner sur les procédures internes, confirmant des emails, des chronologies, des comportements au bureau. Elle ne m'a pas regardé une seule fois, mais elle savait que j'étais là. Sa voix n'a pas tremblé à la barre, pas une seule fois. Elle a répondu clairement, précisément, sans jamais exagérer, sans jamais jouer la victime, juste des faits, froids et durs comme la pierre. Et quelque part au milieu de tout ça, j'ai réalisé que c'était sa version des excuses. Elle ne me demandait plus de lui pardonner. Elle demandait au monde de croire au moins qu'elle n'avait pas perdu toute son intégrité. Le procureur a fait le reste. Au moment où le verdict est tombé, personne ne semblait surpris. Le jury avait cet air fatigué qui signifiait qu'ils en avaient vu plus que prévu. Coupable sur plusieurs chefs d'accusation. Le juge a ordonné sa mise en détention immédiate. Un huissier s'est approché de lui avec des menottes. Marc n'a pas bronché jusqu'à ce que je me lève et descende l'allée. Je ne me suis pas arrêté avant d'être juste derrière lui, assez près pour qu'il puisse m'entendre. Je me suis penché, la voix basse. Votre femme, ai-je murmuré, a été incroyable. Il s'est retourné brusquement vers moi, les yeux flamboyants. Toi, a-t-il grondé, mais les mots sont morts dans sa gorge alors que deux officiers lui saisissaient les bras et le tiraient en arrière. Les menottes se sont refermées. Il s'est quand même jeté en avant, comme si un instinct l'emportait sur la raison, mais c'était pathétique. Une secousse en avant, une torsion de l'épaule, puis son visage a heurté la table alors que les officiers le forçaient à se baisser. C'est fini pour toi, a marmonné l'un d'eux en le relevant. Il ne m'a plus regardé, n'a regardé personne, gardant juste la tête baissée pendant qu'on l'emmenait. La salle bourdonnait de mouvement, mais je suis resté où j'étais, respirant lentement. Émilie est passée devant moi sans parler, mais elle a fait une pause, pas longue, juste un instant, et à ce moment-là, nos regards se sont croisés. Il n'y avait ni colère ni culpabilité, juste une finalité. Je n'ai pas hoché la tête, je n'ai pas souri, mais elle a su. Nous avions traversé la guerre, et nous en sortions tous les deux sans prétendre être ceux que nous étions avant. C'était en fin d'après-midi quand elle est revenue. J'ai entendu frapper avant de la voir. Pas fort, pas pressé, juste hésitant. Le genre de coup que l'on donne quand on n'est pas sûr d'être le bienvenu, ou si la porte va s'ouvrir. Je l'ai ouverte quand même. Émilie se tenait là dans un pull gris et un jean, sans maquillage, les yeux rougis sur les bords comme si elle n'avait pas beaucoup dormi depuis le procès. Elle ne tenait rien dans ses mains, pas de sac, pas de papier, juste elle-même. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé. Je me suis écarté. Elle est entrée comme si elle ne reconnaissait pas l'endroit, comme s'il avait changé. D'une certaine manière, c'était le cas. Elle s'est assise sur le bord du canapé et a joint ses mains. Le silence a rempli l'espace entre nous, mais il n'était pas lourd, juste en attente. Finalement, elle a parlé. J'ai entendu une rumeur, dit-elle doucement, à propos de toi et d'Alissa. Je suis resté debout, les mains dans les poches. Ouais. Ses épaules se sont affaissées comme si on avait lentement dégonflé ses poumons. Alors, c'est vrai. J'ai hoché la tête. Émilie a baissé les yeux sur ses mains, frottant son pouce sur le bord de sa paume. Je suppose que je le savais. Je veux dire, comment aurais-tu pu ne pas le faire? Elle comprend. Elle a vécu la même chose. Je ne l'ai pas corrigée. Elle a cligné des yeux plusieurs fois et m'a regardé. Je n'aurais jamais pensé que ça se terminerait comme ça, dit-elle, la voix douce. Pas comme ça. Pas avec des salles d'audience, des avocats et du silence. Moi non plus, mais je ne l'ai pas dit. Je suis désolé, a-t-elle répété. Pas seulement pour ce que j'ai fait, mais pour ce que j'ai laissé mourir bien avant de le faire. Celui-là m'a touché un peu plus. Pourtant, j'ai juste hoché la tête. Je sais. Elle s'est levée lentement, frottant ses paumes sur son jean comme si elle avait besoin de faire quelque chose de ses mains. Je ne te dérangerai plus, dit-elle. J'avais juste besoin de te regarder dans les yeux et de le dire. J'ai ouvert la porte. Elle s'est dirigée vers elle, s'est arrêtée sur le seuil, puis a regardé en arrière une dernière fois. J'espère. J'espère qu'elle est bonne avec toi. Elle est honnête, dis-je. Émilie a hoché la tête une fois. Puis elle est sortie, sans se retourner, sans dire au revoir,
elle a simplement quitté le porche pour affronter ce qui l'attendait. J'ai fermé la porte derrière elle. La maison était à nouveau silencieuse, ni vide, ni tendue, juste immobile, paisible même, pour la première fois depuis longtemps. C'était la fin de mon histoire. Je continue de penser à Emily, à la façon dont elle s'est tenue dans cette salle d'audience, non pas pour elle-même, mais pour faire tomber Mark alors qu'elle aurait pu garder le silence. Elle aurait pu protéger son travail, sa réputation, mais elle ne l'a pas fait. Alors, dites-moi honnêtement, a-t-elle fait ce qu'il fallait, ou était-ce juste trop peu, trop tard? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme la mienne, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. J'en ai d'autres à raconter.